Bonjour à tous. Alors depuis 13 ans que j'utilise des services sur Internet, chaque fois que je me connecte sur un site pour pouvoir utiliser ces services, la première chose qu'il me faut faire, c'est créer un compte. Pour se créer un compte, à minima, je vais avoir besoin de saisir un login, un mot de passe, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, fréquemment le prénom de mes parents, le nom de mon animal de compagnie, la couleur de ma première voiture, tout un tas d'informations de ce type-là. Et depuis 13 ans, ces identités numériques s'accumulent. C'est ce qu'on a appelé la prolifération des identités numériques. Et ceci est principalement dû au fait que tous les sites jusqu'ici étaient à la fois fournisseurs de services, la prestation qui m'intéresse, et aussi fournisseurs d'identités. C'est eux qui géraient les comptes des utilisateurs qui venaient sur ces sites-là. Alors, c'est un premier inconvénient pour les utilisateurs, c'est d'une part d'avoir à saisir systématiquement toutes ces informations au moment où on se connecte la première fois sur les sites. Ça nécessite d'avoir à se reconnecter avec un login mot de passe sur chacun de ces sites quand on veut les utiliser. Et enfin, les informations sont multipliées. Pour une partie, elles deviennent obsolètes pour les sites sur lesquels on ne va pas les mettre à jour fréquemment, puisqu'elles sont dupliquées sur chacun de ces sites. Et ça pose quelques problèmes de gestion individuelle. Personnellement, je ne sais plus faire la liste d'ailleurs de ces identités numériques qui me sont associées, qui sont sur le web, puisqu'il y a un certain nombre de sites que je n'utilise plus. Alors, face à ces inconvénients, on peut y voir certains avantages. Ça facilite énormément le cloisonnement entre les différentes identités numériques qu'on peut avoir. Par exemple, mes identités professionnelles avec celles qui sont mes identités personnelles. Et on peut aussi y voir une solution pour se protéger du vol des logins mots de passe, du vol d'identité numérique, et voir ça comme éventuellement une solution de protection. Alors, ça, c'est un petit peu une fausse protection parce que fréquemment, ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes logins et les mêmes mots de passe qui sont utilisés sur chacun de ces sites. Ce qui fait que si on me vole mon identité sur un des sites, fréquemment, elle va pouvoir être réutilisée pour être jouée sur un autre site. C'est par exemple ce qui s'est passé sur la fondation Apache. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une faille de sécurité qui n'est pas réservée aux néophytes. Sur la fondation Apache, un administrateur d'un des serveurs avait le même login et le même mot de passe qui était utilisé dans Jira. Le Jira a été hacké par une faille de sécurité et ces credentials ont pu être utilisés pour hacker le système. Face à cette prolifération, il y a des initiatives de standardisation qui ont été mises en place qui vont permettre de faire de la fédération d'identités pour faire en sorte qu'un fournisseur de services puisse utiliser des identités fournies par d'autres sites disponibles sur Internet. Donc sur ces standardisations, on va trouver essentiellement les noms qui sont là, mais il y en a d'autres qui ont disparu depuis. Et les premiers services qui sont fournis dans ces standards sont des services d'authentification, de SSO et d'échange de données d'identité. Données d'identité, c'est mon nom, mon prénom, ma date de naissance, et de permettre aux utilisateurs de filtrer les données qui sont échangées. Au niveau d'OpenID, c'est un protocole qui est assez simple, c'est-à-dire qu'il se contente de fournir les fonctionnalités dont je viens de vous mentionner et qui va permettre facilement d'exposer les référentiels d'authentification sur des sites externes. En général, OpenID va être ouvert sur tous les sites OpenID, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte des identités OpenID, tous les fournisseurs OpenID vont être acceptés sur mon site. Par contre, on peut éventuellement détourner dans le monde de l'entreprise cet usage pour exposer son référentiel interne d'utilisateur sur Internet. Donc chez Octo, c'est ce qu'on utilise par exemple pour pouvoir connecter les applications qu'on met sur Heroku au niveau, les brancher sur le référentiel utilisateur qu'on a en interne, donc sur notre AD, notre LDAP. Les autres protocoles, eux, sont un peu plus riches en fonctionnalités. Ils vont être plutôt utilisés pour faire de la fédération d'identité entre quelques partenaires, le quelques étant assez réduit, et ne vont jamais être ouverts sur une liste, ils ne peuvent pas être ouverts sur une liste non définie à l'avance de fournisseurs d'identité. Les protocoles suivants, donc justement, sont plus complets, ils sont aussi plus complexes à mettre en œuvre. Donc, ils veulent couvrir tous les usages qu'on peut avoir en entreprise autour de l'identité, et souvent, cet ensemble d'usages est nettement supérieur à celui dont on a besoin dans notre cas particulier. Et c'est ce qui introduit pas mal de complexité sur ce système. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est des standards qui ont été introduits l'année dernière dans la session qui s'appelait GDI sur les nuages. Et voilà, je laisse la place à Philippe. Merci Philippe. Hop.
Alors, Philippe nous parlait d'un certain nombre de standards, notamment OpenID. Autour d'OpenID, on voit par exemple apparaître un certain nombre de fournisseurs qu'on va qualifier de neutres. Ce qu'on entend par neutre, c'est que ces fournisseurs n'ont pas pour objectif de vous fournir un autre service que celui de vous fournir une identité. Donc la seule chose qu'ils vont faire, c'est gérer des identités. Par exemple, on peut citer MyOpenID, qui est un fournisseur sur lequel vous pouvez créer une ou plusieurs identités et puis les exposer au format OpenID. On pourrait citer aussi un autre fournisseur, qui est fait par une société française qui s'appelle MyID is Certified, qui va vous permettre de créer des identités exposables en format OpenID, au protocole OpenID toujours, mais cette fois qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'ils vont rattacher cette identité à votre compte bancaire moyennant un protocole de débit sur un montant aléatoire que vous devrez ressaisir pour valider que c'est bien votre compte. Je viens de parler d'identité numérique certifiée. Ce que je veux dire par certifié, c'est-à-dire qu'on peut la rattacher à quelque chose qui vous appartient, à quelque chose ou à vous directement. Quand je dis quelque chose qui vous appartient, c'est par exemple votre compte bancaire, je viens de le citer. Ça peut être aussi votre identité physique et le fait que pour récupérer une identité numérique, vous vous présentiez à un guichet moyennant la présentation de votre carte d'identité traditionnelle, vous puissiez récupérer cette identité. C'est ce que font un certain nombre de gouvernements ou d'États. Et si on regarde par exemple au niveau de l'Estonie, l'Estonie vous fournit, ou peut vous fournir, si vous êtes citoyen ou même étranger au gouvernement estonien, une carte d'identité numérique que vous allez pouvoir utiliser, on le voit si j'y arrive juste ici, pour vous loguer sur un certain nombre de services, qu'ils soient étatiques, para-étatiques ou même privés. Le gouvernement estonien a choisi aussi, on le voit ici, de truster, de faire confiance à un certain nombre de partenaires qui sont des banques, des opérateurs télécoms, bref, des fournisseurs traditionnels d'identité qui, cette fois, peuvent vous fournir une identité numérique et vous éviter d'avoir à utiliser cette carte d'identité numérique. C'est des initiatives qu'on retrouve également en Belgique, en Finlande, enfin il y a un certain nombre de pays européens qui vont dans ces voies-là. Si on regarde ce qui se passe au niveau d'un autre pays, qui est la Suisse, il y a une initiative qui s'appelle SwissID. Cette démarche est assez différente au niveau de SwissID, parce que vous allez pouvoir acheter pour on va dire l'équivalent d'une centaine d'euros à peu près, une clé USB ou un autre support sur lequel vous aurez une identité numérique qui, comme ces cartes d'identité vous permettront de faire autre chose, vous authentifier, signer électroniquement. La différence de concept, c'est que là, c'est une démarche volontaire et payante. Le problème qui va avec cette démarche, c'est que du coup, on a du mal à atteindre une masse critique d'utilisateurs qui fait que les fournisseurs de services ont intérêt à intégrer SwissID pour dire si j'intègre SwissID, j'aurai tout de suite 150 000 utilisateurs de plus ou 300 000 ou 1 million. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque cette démarche est volontaire et payante. Si on regarde ce qui se passe en France, il y a trois initiatives différentes en France. La première, c'est IDENUM. IDENUM, ça a été annoncé par le gouvernement français l'année dernière. Ça a été relancé, je crois, il y a une quinzaine de jours ou il y a un mois par le ministre Besson. L'idée, c'est de faire l'équivalent de SwissID avec les mêmes travers selon nous. Une autre initiative, c'est celle qui s'appelle Identique, qui est lancée par La Poste, qui est lancée par MyID Certified, que j'ai cité tout à l'heure, et qui vise également à vous fournir une identité numérique, mais cette fois beaucoup moins chère. On parle de quelques euros pour quelques mois. Vous allez pouvoir rattacher cette identité à votre compte bancaire, enfin vous allez même devoir rattacher cette identité numérique à votre compte bancaire et à votre identité physique via un recommandé en remise en main propre et avoir cette identité numérique. Mais là encore, c'est une démarche volontaire de votre part, pour l'instant une expérience limitée à un seul département français, avec un seul fournisseur de services, et donc des choses qui se mettent en place tout doucement, avec toujours un problème de fait de poule entre les fournisseurs d'identité et les consommateurs d'identité. Dernière initiative en France, ou plutôt projet de loi, c'est en discussion, ça a été validé par le Sénat, c'est en discussion à l'Assemblée en ce moment, c'est la carte d'identité électronique, comme j'en ai parlé pour l'Estonie, mais là on se place dans un temps évidemment beaucoup plus long. Espérons que ça arrive rapidement pour atteindre cette masse critique d'utilisateurs. Philippe a parlé également de séparer nos identités, de dire qu'on voulait avoir une séparation entre vie professionnelle, vie privée, etc. Quoi qu'il arrive, on voudra et on va conserver plusieurs identités. L'idée, c'est de dire, si j'utilise plusieurs identités,
sur plusieurs sites différents, comment je vais pouvoir choisir ces identités? Et là encore, Philippe parlait de standards. Il y a des standards autour de ce qu'on appelle les sélecteurs d'identité. Les sélecteurs d'identité sont des outils qui vont me permettre, par exemple, si je veux acheter ici sur un site d'alcool qui veut un moyen de paiement et valider que le fait que je sois majeur, dire je veux ces informations-là et que je puisse aller, via mon sélecteur d'identité, choisir parmi mes N identités numériques qui ont été provisionnées d'une manière ou d'une autre, celle qui est la plus adaptée, selon moi, à remplir ces critères. Alors, je peux prendre une instanciation de ce sélecteur, c'est Windows CardSpace, que vous avez sur vos machines Vista ou 7, qui va se présenter de la façon suivante. J'ai ici 3 cartes d'identité, dont une est un moyen de paiement. Je vais choisir cette carte et ce moyen de paiement pour acheter de l'alcool en ligne. Une fois que j'ai sélectionné cette carte, les informations vont aller, le sélecteur va aller chercher les informations sur ma banque et les fournir au site de manière chiffrée et filtrée. Ce qu'on entend par filtré, c'est que le sélecteur ici ne va pas dire « Monsieur Schaeffer est né telle date », mais il va dire « Monsieur Schaeffer est majeur ». Je l'ai vérifié, je n'ai pas besoin de t'en dire plus, tout ce que tu veux savoir, c'est qu'il est majeur. Alors, on parlait de CardSpace à un instant. CardSpace existait, en fait, jusqu'à il y a 2 mois, puisque Microsoft a décidé d'arrêter ce projet. Il y en a plein d'autres. Microsoft étant quand même le leader avec ce projet CardSpace, et c'est bien dommage. Il y a même un logo qui est ici par l'Information Card Foundation, qui indique les sites web qui utilisent et qui peuvent accepter des sélecteurs d'identité. Personnellement, et je crois Philippe non plus, on n'en a jamais vu un seul de ces sites qui acceptent des sélecteurs d'identité, malgré un nombre important aujourd'hui d'implémentation et de standardisation autour de ce sujet. Donc on est encore dans un problème de poule et d'œuf, où il y a des gens qui décident de dire on va pousser ce genre de produit parce qu'on pense qu'il y a un besoin, mais en face des fournisseurs qui ne jouent pas le jeu, ou en tout cas qui n'existent pas. Et le cas de Microsoft est typique, parce qu'ils fournissent d'un côté CardSpace, mais de l'autre côté, il n'y a aucun site chez Microsoft qui utilise une implémentation de CardSpace. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à rompre aujourd'hui, peut-être parce qu'on est un peu loin des besoins de tous les jours de Madame Michu. Alors, on peut s'interroger, savoir si... Oui. On peut se poser la question de savoir si on est arrivé dans une impasse et quelle est l'origine. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est des frameworks qui sont trop complexes à mettre en œuvre? Ou un manque de documentation? Est-ce que c'est des problèmes fonctionnels? Peut-être qu'il y a des cas d'utilisation qui ne sont pas encore couverts et peut-être que les prochaines versions vont pouvoir couvrir ces besoins et permettre de réaliser pour de vrai de l'interconnexion entre ces fournisseurs de services et de fournisseurs d'identité. Notre point de vue, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, aujourd'hui, il y a les grands du web, les Google, les Facebook ou autres, qui n'ont aucun intérêt à utiliser d'autres fournisseurs d'identité que leur propre référentiel. Ils sont trop attachés à la notion d'utilisateur, à le fait de le posséder et d'avoir les informations d'identité chez eux. Et que eux, tant qu'ils ne joueront pas le rôle, tant qu'ils n'accepteront pas de s'ouvrir, il n'y a aucune raison que ces protocoles percent au niveau du grand public. On a parlé de la partie B2B, c'est un autre sujet. Là, on parle plutôt de la partie grand public. Et inversement, pour les utilisateurs, en fait, la douleur n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'on re-rentre systématiquement des nouvelles informations au moment où on utilise un service, tant qu'on reste plutôt sur du monopost, monobrowser, ce qui est le cas de pas mal d'utilisateurs, en fait, l'autocomplete du navigateur va permettre de compenser une partie de cette douleur et faire en sorte qu'en fait, elle ne soit pas trop importante. Ce qui est important, par contre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les grands du web sont en train de devenir des référentiels d'utilisateurs importants, qu'on va appeler des Nova, et sur lesquels va graviter un écosystème important. C'est-à-dire qu'en fait, eux fournissent des kits de connexion. Facebook va fournir par exemple Facebook Connect, qui va permettre à des sites d'utiliser directement les comptes fournis par Facebook. Et autour de chacune de ces Nova, on va trouver des sites qui éventuellement vont pouvoir faire des liens croisés, accepter plusieurs de ces identités, et qui vont attirer des fournisseurs de services dans leur écosystème. Par contre, il y a un autre besoin qui n'est pas du tout couvert de toute façon par les protocoles dont on a parlé tout à l'heure, qui est de pouvoir échanger des données entre ces sites. Donc les échanges de données, c'est par exemple permettre d'augmenter la pertinence de mon réseau LinkedIn ou Viadeo en utilisant mon réseau de contacts qui est dans Google. Ça va être d'être capable de mettre en relation
mon site favori sur lequel je gère mes albums photos avec le site qui fait les meilleures impressions, à mon sens, de ces photos, justement, et de pouvoir les mettre en relation. Le tout sans forcément rendre mes albums publics. Je vais pouvoir les rendre privés, mais je vais leur permettre un accès depuis les autres sites. Donc aujourd'hui, il y a des besoins d'échange de données autour de mes fournisseurs de services, et ça, ce n'est pas du tout couvert par les protocoles qu'on a mentionnés tout à l'heure. Par ailleurs, c'est important que ces échanges-là se fassent aussi sans partager l'identité, parce que de toute façon, les gens qui sont à gauche n'auront pas envie de les partager, ces identités. Ils ont tous envie de les exposer sur l'extérieur, mais il n'y en a aucun qui veut les consommer. Donc aujourd'hui, le protocole qui permet de faire ça, c'est OAuth, il est déjà utilisé, c'est des liens de 1 à 1, et ça, c'est des choses qui sont en train de marcher, contrairement à ce qu'on a pu voir comme protocole plus de fédération d'identité. Donc si on fait un rapide résumé, si on regarde parmi les protocoles les plus adoptés ou les éléments les plus adoptés, on a des éléments qui sont propriétaires, comme le disait Philippe, portés par les Nova. On a des protocoles qui répondent aux besoins de tous les jours, partager des données. Si vous étiez à la présentation Salesforce tout à l'heure, vous aviez l'exemple de l'application Disney qui va chercher les contacts pour pouvoir diffuser les informations aux autres éléments. On est tout dans du OAuth là. On est vraiment sur des cas d'usage de Madame Michu de tous les jours. Au milieu, on a ces standards de fédération qui adressent des populations assez précises, plutôt entreprises ou académiques, qui couvrent des besoins plus ou moins complexes suivant si on est sur OpenID ou sur les autres protocoles. Et enfin, des méta-standards ou des standards sur les standards, des choses assez théoriques qui au final ne répondent pas aux besoins et sont très peu utilisées. Une déclinaison du sélecteur d'identité, même s'il n'est pas utilisé dans le grand public, pourrait en entreprise être par exemple le fait de sélectionner aussi des rôles et de pouvoir dire sur une application, je choisis quel rôle je vais utiliser pour me connecter, soit administrateur, soit utilisateur, pour des applications qui ne le gèrent pas. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas complètement laisser tomber, il ne faut pas complètement s'en désintéresser, mais qui aujourd'hui n'ont pas trouvé de succès. Une autre raison, et peut-être la plus importante, c'est que ces protocoles de fédération et leurs ancêtres, Liberty, etc., ont été conçus à un moment donné où il y avait un certain nombre de fournisseurs d'identité potentiels. Et quand je dis un certain nombre, c'est vraiment un certain nombre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme le disait Philippe, chaque fournisseur de service était fournisseur d'identité. Et donc potentiellement, quand j'allais créer mon service, j'allais vouloir me connecter à 150 référentiels différents, d'où l'intérêt d'un standard. Aujourd'hui, on vient de le voir, il y a 4, 5, 6 Nova qui exposent leur protocole propriétaire, et du coup, le besoin d'un standard est beaucoup moins important maintenant qu'il y a quelques années. D'où peut-être le fait que ces standards ne percent pas aujourd'hui. Pour finir, on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait changer la donne demain ? Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, il y a des choses qui seront plus ou moins acceptées par les utilisateurs, des choses qui vont percer ou pas percer ? Alors parmi ces choses, il y a des choses qui ne vont pas changer. Ce qui ne va pas changer, c'est ce qu'on a mentionné ici, la petite patte tout simplement autour de Google, qui symbolise le fait que des Nova acceptent des identités de l'extérieur. Les Nova vont continuer, selon nous, à conserver leurs identités parce que c'est leur business model de faire de l'argent autour des identités qu'elles stockent. Elles n'ont aucun intérêt à accepter d'autres identités que les leurs. Ce qui va changer, ce qui est en train de changer, c'est le fait que je n'utilise plus uniquement l'ordinateur de chez moi, mais je suis connecté sur mon mail au bureau, j'utilise une tablette, un téléphone, que tous ces moyens vont me pousser à utiliser une gestion centralisée de mes identités et qui soit similaire sur ces différents éléments. Et donc peut-être une standardisation des outils, mais aussi des protocoles. La technologie NFC de paiement sans contact peut aussi pousser ces sélecteurs, puisque je vais sélectionner un moyen de paiement comme je sélectionne aujourd'hui avec CardSpace une identité. Et ça, c'est des choses qui arrivent très rapidement sur le marché. Dernier point qui est en train de changer, c'est la sensibilisation de mes utilisateurs, la sensibilisation du grand public. Aujourd'hui, il ne se passe pas un mois sans qu'on apprenne qu'il y a un grand du web qui a été piraté avec je ne sais pas combien de comptes qui sont dans la nature. Demain, je suis prêt à parier qu'on va tous vouloir avoir moins d'identité numérique, par contre avoir plus de contrôle dessus et pouvoir par exemple révoquer très rapidement une identité qui aurait été volée de la même façon que j'appelle un numéro pour révoquer ma carte bleue. Parmi les choses qui vont peut-être changer, qu'on aimerait bien qu'ils changent, c'est que les gouvernements bougent un peu et nous fournissent rapidement une identité numérique
fiable, certifié, de manière à atteindre rapidement une masse critique d'utilisateurs afin que les services soient intéressés par utiliser ces moyens. Il nous restera alors un autre challenge, ça sera de fédérer ces différents moyens fournis par différents États de manière à ce que je puisse utiliser ma carte d'identité française, suisse, estonienne, finlandaise sur n'importe quel site de commerce ou n'importe quelle prestation offerte par un autre État. Merci de votre attention. Merci à vous deux. Alors, on n'a pas le temps pour énormément de questions, mais au moins deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois déjà une. En fait, c'est pas une question, c'est une précision. Il y a une inexactitude. SAML te permet de partager tes services et de faire de la propagation d'identité en mode RCP, enfin en mode proxy. Ouais. Tout à fait. Donc le modèle que tu as présenté en disant je ne peux pas partager mon album avec un autre, enfin si, tu peux le faire. Exactement. En fait, on peut le faire, mais on est dans un mode. Le fait de généraliser SAML à un fournisseur, on est en train de tordre le modèle de la même façon que quand on utilise, j'ai envie de dire, OpenID pour dire je fais plein de restrictions, j'utilise non plus des blacklists mais des whitelists et je restreins de plus en plus. Mais sans avoir besoin du tout de fédérer en amont des identités. L'avantage de protocole OAuth, c'est qu'en fait, ça fonctionne par jeton. Et donc, du coup, j'ai un ticket d'entrée qui est très faible. Je n'ai pas besoin de connaître les différents prestataires de fourniture d'identité pour pouvoir mettre en place ces scénarios-là. Merci pour la précision. Une dernière question? Ah, des mains au fond. Merci, c'est ma meilleure séance de sport de la soirée. Oui, bonjour. En fait, c'est pour poser une question par rapport à... On a parlé du cloud dans des sessions précédentes. Donc, on voit que les entreprises, elles vont mettre certaines de leurs solutions en mode SaaS. Et je dirais, elles ont à se faire se connecter aussi bien leurs utilisateurs que des utilisateurs partenaires qui voudraient se connecter à ces systèmes. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour ce côté-là, en fait, finalement? Moins le grand public, finalement, mais plus l'entreprise et son système d'information. Alors, je vais botter la question en touche, tout simplement parce qu'il y a une excellente session l'année dernière qui y répond, qui s'appelle GDI dans les nuages. Et donc, je vous invite fortement à la regarder. Clairement, on est sur des solutions autour des protocoles d'entreprise qu'on a cités, et notamment SAML. Là, c'était vraiment centré sur des usages grand public, c'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, il y a des choses qui fonctionnent et qui commencent à prendre, enfin, qui ont même pris. C'est plutôt côté grand public que ça pêche.